Salut à tous, comment allez-vous? Est-ce que vous tenez le coup? Oui, il faut tenir le coup. C'est une période qui fait ressortir le pire chez certaines personnes et nous, on va décider de faire sortir le meilleur. Il faut sortir le meilleur de nous-mêmes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. J'ai toujours énormément de choses à dire. Alors, à vous de voir ce que vous gardez et ce que vous rejetez. Moi, je ne partage que mes réflexions personnelles. Je vous parlerai d'abord du tabou de l'origine bactérienne de certains syndromes grippaux. Je vous parlerai ensuite du lieu d'où viennent toutes nos consignes sanitaires. Et enfin, je vous parlerai de l'Église et des croyants qui sont montrés comme l'ennemi actuellement. On verra peut-être que c'est lié, je ne sais pas. À vous de voir. Il y a un certain temps, je vous avais parlé du tabou de l'origine bactérienne du syndrome grippal, il y a un petit moment maintenant. La doxa actuelle, c'est que les antibiotiques donc, qui luttent contre les infections bactériennes ne sont pas pertinentes dans le cas d'une grippe. Donc on vous parle de vrai et de faux comme si c'était si évident à trancher. Donc on va dire que la doxa, la doctrine médicale, rejette les antibiotiques pour traiter les maladies virales, dites virales, c'est-à-dire associées à un virus. Vous savez peut-être aussi que il existe des médecins, y compris infectiologues, qui mettent en doute l'existence même des virus en tant que, on va dire, entité vivante et entité pathogène, de nature pathogène uniquement en fait. Si ce sujet vous intéresse, que vous souhaitez le creuser, vous pouvez partir des travaux de Stéphane Lanka. Et je vous invite aussi fortement à regarder ce documentaire House of Numbers qu'on trouve sur YouTube gratuitement. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors je reviens à la doctrine. La doctrine nous dit que les antibiotiques qui luttent contre les infections bactériennes dues à des micro-organismes sont inopérants, on va dire, sur le syndrome grippal, puisque la doctrine veut que la grippe soit causée par un virus. Mais quand on cherche un peu plus en avant, quand on creuse un petit peu plus, on se rend compte que dans certains cas, il est tout de même conseillé de prescrire des antibiotiques dans le cas de grippe, parce qu'on explique alors qu'au début, la contamination était virale et que par la suite s'est installée une surinfection bactérienne et que donc là, les antibiotiques seraient pertinents à partir du moment où il y a une surinfection bactérienne. Alors là, je suis sur un site qui nous parle de la pneumonie nosocomiale, c'est-à-dire des pneumonies acquises à l'hôpital. Donc une infection pulmonaire qui se développe chez les personnes hospitalisées. Et donc on nous dit que de nombreux virus, bactéries et même des champignons peuvent provoquer une pneumonie chez les personnes hospitalisées. Et que des antibiotiques, des médicaments antiviraux ou des médicaments antifongiques sont utilisés en fonction du germe le plus susceptible d'être la cause de la pneumonie. Donc pendant notre crise actuelle, où sont passées les pneumonies, où sont passées les grippes, où sont passées les infections bactériennes? Je pose simplement des questions. Moi, si j'ai un de mes proches qui fait une pneumonie compliquée, je ne demande pas à ce qu'on lui prescrive de la chloroquine. Je demande à ce qu'on lui prescrive des antibiotiques.
C'est pas parce qu'on est critique par rapport à la doctrine officielle qu'il faut forcément plonger dans la promotion d'un produit pharmaceutique de Sanofi. Il y a quand même quelques questions à se poser sur ce produit dont tous les médias en fait font la promotion en creux, c'est-à-dire sans le dire, en faisant mine de s'y opposer. Voilà, par exemple, dans cet article du Figaro, on explique que la grippe espagnole a fait beaucoup de dommages puisque les antibiotiques n'étaient alors pas répandus. Donc, moi, si vous voulez, pour résumer, si j'avais un proche gravement atteint d'une affection respiratoire, j'essaierais les antibiotiques. Et si j'étais juste malade, un syndrome grippal normal, sans conséquences autres, bah je prendrais rien que des tisanes et je laisserais passer, j'attendrai. Bon voilà, moi c'est ce que je ferais, évidemment, c'est pas un conseil que je donne aux gens, de toute façon j'ai pas le droit, c'est interdit. Vous vous rendez compte qu'il est interdit de donner des conseils de soins aux gens, et il est interdit de décider pour nous-mêmes, on nous demande toujours de nous retourner vers le médecin. Donc on nous demande toujours de nous tourner vers les médecins, vers les autorités, les hautes autorités, l'ordre des médecins. Il est interdit de décider pour soi-même et pour sa propre santé. Ce sont ces ordres et ces loges qui décident. Mais moi je dirais plus même, puisque la haute autorité de la santé, l'ordre des médecins, on n'est pas là en haut de la pyramide. Le haut de la pyramide, là d'où viennent les directives sanitaires, vous le savez, c'est l'OMS. Plutôt que de laisser le libre champ pour le soin, tout ça est fortement encadré. L'OMS, c'est une instance de l'ONU, c'est une agence, de l'ONU. Alors qu'est-ce que l'ONU? L'ONU est cette organisation internationale qui a été fabriquée par la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale qui a fabriqué d'une part l'ONU et d'autre part l'État d'Israël. Ce n'est sans doute pas sans lien, puisque si on écoute par exemple Jacques Attali, on voit que les désirs des autoproclamées élites mondiales sont justement de créer un gouvernement mondial avec pour capitale Jérusalem. Donc l'ONU, c'était l'embryon de gouvernement mondial. C'est une structure qui a été posée là pour accueillir ce futur gouvernement mondial. Et je vais vous avouer qu'en ce moment, je ne saurais vous dire s'il est déjà en place ou s'il est en cours de constitution. En tout cas, au niveau de la santé, on constate déjà que ce gouvernement mondial basé à l'ONU prend déjà des décisions pour nos libertés. Les restrictions que nous subissons actuellement ne sont pas nationales, donc ça sert à rien finalement de s'en prendre au gouvernement français. Elles sont internationales. Elles sont pour tous les pays membres de l'ONU, finalement. Donc ces histoires d'épidémie mondiale, de changement climatique et de terrorisme sont des problèmes qui sont faits pour dépasser les frontières, en fait, pour internationaliser les décisions politiques, qu'il y ait une centralisation extrême de toutes les décisions politiques mondiales. Et donc ce pouvoir va être très convoité, puisque ce sera un pouvoir sur le monde entier. Bon, l'ONU est déjà extrêmement structurée pour gouverner le monde. Il y a donc 6 organes principaux et 15 agences spécialisées qui vont donner leurs recommandations, même leurs consignes en fait, aux États membres. Bon, alors on pourrait penser comme ça que c'est une entente publique qui rejoint des chefs d'État, représentants démocratiques du peuple, etc. Mais quand on voit, vous savez ça aussi certainement, les subventions de l'OMS qui financent l'OMS,
Bon, en deuxième, on a la fondation Bill et Melinda Gates, et en quatrième, Gavi Alliance, qui est une alliance internationale pour promouvoir la vaccination. Donc on peut même pas être contre la vaccination, vous voyez, on peut même pas questionner les bienfaits de la vaccination, on est obligatoirement pour, et on est obligatoirement confiant vis-à-vis des recherches qui ont été faites, on est obligatoirement confiant envers tous les produits injectables qui vont sortir, on doit forcément être pour tout ça, sans se poser aucune question. Donc sous des dehors démocratiques, publics, concertatifs, etc., l'ONU est très orientée idéologiquement et politiquement. L'OMS est forcément pro-vaccin. L'ONU est forcément, donc avec son comité dit des droits de l'homme, est ouvertement pour la promotion de l'avortement, de l'euthanasie. Donc la position de cet embryon de gouvernement mondial, ou alors est-ce un gouvernement mondial ancien qui se dévoile aujourd'hui, c'est difficile à dire pour moi, mais en tout cas la position politique de l'ONU, c'est clairement l'euthanasie par exemple. On pourrait parler de géronticide ou même d'eugénisme, puisque on se propose d'euthanasier des gens trop vieux, trop malades, trop handicapés, trop déprimés, etc. Il n'y a pas vraiment de frontières en fait. Donc sur ces questions extrêmement sensibles, l'ONU prendrait l'ascendant en fait sur les décisions nationales. On voit bien la position idéologique dans laquelle se trouve systématiquement l'ONU. C'est une position qui n'est pas neutre et qui est même militante. Donc on ne peut pas présenter vraiment l'ONU et ses agences comme des institutions objectives, neutres, scientifiques. Ce sont des instruments militants et de gouvernance mondiale. Savez-vous qu'aujourd'hui en France, on peut mettre un terme à la vie de son bébé jusqu'au 9e mois de grossesse. Donc ça ne s'appelle plus IVG mais IMG, et donc en gros c'est un infanticide. Ce qu'on faisait dans l'Antiquité, c'est qu'on abandonnait le bébé dans la nature ou sur un tas de détritus au coin d'une rue. Mais ça s'est toujours pratiqué, sauf que là c'est devenu légal. Et ça s'est pratiqué même en milieu médical. Regardez ce documentaire, Enquête sur un phénomène, l'infanticide en milieu médical. Vous verrez plusieurs intervenants qui expliquent comment ça se déroule concrètement, comment on met fin à la vie d'un bébé à terme. Bon courage pour regarder ça. Alors sur tous ces sujets, je vous encourage à aller voir la chaîne officielle ECLJ, qui est une chaîne chrétienne catho, et c'est peut-être pas un hasard si ce sont les seuls à mettre en exergue tous ces problèmes d'eugénisme, d'infanticide, de géronticide, d'eugénisme, de marchandisation des corps, avec par exemple la gestation pour autrui, où on marchandise le corps des femmes qui deviennent simplement des usines à procréer. C'est sans doute pas un hasard que ce soit des chrétiens qui se battent contre ça, puisque dans notre religion, le corps est un sanctuaire. L'incarnation est sacrée. Ce n'est sans doute pas un hasard non plus que d'abord on nous ait supprimé l'eau bénite dans les églises, puis les gestes de paix, on a arrêté de se donner la paix, puis l'interdiction des messes. Donc ça va toujours de plus en plus loin, je ne vais pas revenir sur l'importance de la messe pour les chrétiens. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut regarder à la télé comme un spectacle, c'est quelque chose auquel on doit participer. On nous interdit aussi de visiter les malades, on ferme les hôpitaux, on restreint les EHPAD. Donc tout ça, ce sont des
ce sont des gestes des décisions qui vont contre notre religion. Cela simplement pour faire comprendre peut-être aux personnes qui ne l'ont pas encore compris que les instances internationales, ce gouvernement mondial qui est en place ou en cours de mise en place, n'est pas neutre et s'oppose aux valeurs de la religion chrétienne. Et donc c'est totalement logique, si vous voulez, que pendant qu'on pousse à l'avortement, pendant qu'on pousse à l'euthanasie, à l'eugénisme, au malthusianisme, on supprime en même temps les sacrements chrétiens. C'est pas un hasard, ça va ensemble. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai pas trop choqué les amis, et je vous embrasse tous en vous disant à bientôt.